Au sommaire de cette édition, les 84 personnes dont le recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale avait fait polémique font de nouveau l'actualité. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, ces agents ont attiré l'attention du gouvernement sur la gestion de leur dossier qui dure depuis 5 ans maintenant. Pour eux, la suspension de leur contrat en décembre dernier est une décision injuste. La substance à suivre dans ce journal. Et puis, la situation politique au Sénégal inquiète plus d'un depuis la décision prise par son président de reporter l'élection présidentielle du 25 février. Faut-il craindre un coup d'État au Sénégal? Vous entendrez à ce sujet Adama Tian, coordonnateur au Burkina de la coalition Bassirou Diomaye Faye, président en 2024. Ce sont les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Les 84 agents permanents de la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS suspendus le 29 décembre dernier brisent le silence en rencontrant la presse ce matin. Pour ces travailleurs, cette décision n'obéit à aucune ordonnance judiciaire. Elle vient du ministère de tutelle technique de la Direction générale de la CNSS. Le point avec Daouda Yameogo. 40 jours après leur suspension, les 84 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dénoncent la décision. Selon eux, cette décision est illégale et sans fondement juridique. Les 84 agents de la CNSS font observer que les seules hypothèses dans lesquelles un contrat de travail peut être suspendu sont limitativement énumérées à l'article 93 de la loi 028-2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso. Or, les 84 agents permanents de la CNSS ne sont dans aucune de ces hypothèses prévues à l'article 93 du Code du travail. Les conférenciers ont également décrié la gestion de leur dossier par le ministre de la fonction publique, Bassolma Bazier. Ce qui nous oblige à dire au ministre des tutelles techniques et au directeur général de la CNSS qu'il n'appartient ni à lui, ministre Bazier, ni au directeur général de la CNSS de tirer eux-mêmes les conséquences d'une ordonnance estimée avant la date du 29 décembre 2023, très équivoque. La vérité est que le ministre Bazier, dont l'absence de neutralité ne fait l'objet d'aucun doute dans ce dossier, et le directeur général de la CNSS, lui-même magistrat de profession, semble-t-il, se sont tout simplement autorisés à déduire des incertitudes de cette ordonnance, les conséquences que eux auraient apparemment voulu voir attachées à la dite ordonnance par les juges. Pour le porte-parole des 84 agents de la CNSS, cette décision polémique va engendrer des conséquences sociales dramatiques. Une présentation schématisée des conséquences sociales de cette décision laisse dire simplement qu'une institution de la République a utilisé 84 Burkinabés pendant quasiment 5 ans, les a poussés au dépassement de l'âge requis pour la quasi-totalité des emplois dans ce pays et a fini par les jeter dans la rue exactement comme des vulgaires individus. Les 84 agents de la CNSS suspendus demandent au chef de l'État une attention particulière sur leur dossier. Rappelons que cette affaire est partie de la dénonciation de fraude dans leur recrutement et a connu un long feuilleton médiatique et judiciaire depuis 5 ans. Conseil des ministres pour poursuivre. Une société spécialisée dans la confection des tenues militaires et paramilitaires créée hier en Conseil des ministres. Le gouvernement burkinabé a aussi décidé de mettre en concession la laiterie de Sissé à Ouagadougou. La synthèse du Conseil des ministres avec Issa Oumar Atié.
Le gouvernement a adopté un projet de décret relatif à la création d'une société d'économie mixte pour la confection des produits de l'habillement militaire et paramilitaire, et ceux des structures privées, industrielles et des établissements professionnels. Il accorde également une autorisation à la société burkinabé des fibres textiles, Sofitex, en vue de sa participation au capital social de Irotex Burkina, créé pour la transformation industrielle du coton. La nouvelle industrie ira à la conquête du marché national et international. Le chef de l'État et son gouvernement veulent aussi s'attaquer aux questions de délinquance et pour cela, le Conseil des ministres d'hier a adopté un document d'orientation en matière pénale dénommé « Politique pénale » qui regroupe l'ensemble des procédés définis par le gouvernement pour lutter efficacement contre la délinquance et le phénomène criminel. Le ministre Edasso Baela a soutenu que le document va accroître l'accessibilité de la justice aux justiciables et renforcer la lutte contre la criminalité. Le dernier point abordé en Conseil des ministres est l'ancrage institutionnel du Conseil burkinabé de l'ANACAD qui revient désormais au ministère en charge de l'agriculture. Le gouvernement a décidé aussi de la mise en concession et la mise en affermage des laiteries de Sissé en Ouagadougou et de Farangourma ainsi que des 10 stations piscicoles. Un fonds de souveraineté alimentaire est en gestation. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret visant à alimenter ce fonds à hauteur de 47 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Cela permettra de financer 12 000 projets agricoles. Ismaël Sombier, ministre de l'Agriculture. Le deuxième décret qui a été adopté porte sur le Fonds burkinabé de souveraineté alimentaire que nous avons baptisé Fonds Dunkafa. Dunkafa qui veut dire en djoula, et bien sûr souveraineté alimentaire, ce qui voudrait dire qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde. En rappel, il faut dire qu'il a été adopté en Conseil des ministres en août dernier, l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et parmi les réformes majeures qui devaient être engagées dans la suite de l'adoption de ce plan opérationnel-là, il y avait la création d'un fonds unique qui consacrait la fusion du fonds de développement de l'élevage et du fonds de développement agricole. Et cette fusion en un fonds unique, qui est désormais le fonds Dunkafa, vise à optimiser l'ensemble des financements accordés à la chaîne de valeur agro-pastorale et halieutique. Ce fonds va permettre de renforcer les appuis financiers accordés au secteur agro-pastoral et halieutique à travers l'octroi dans les 3 prochaines années d'environ 47 milliards de francs CFA de financement au profit des différents acteurs. Et ces financements vont permettre de toucher environ 12 000 projets dans le secteur agro-pastoral et halieutique en vue d'un développement et d'un accroissement de la production en phase avec les objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Cela va également permettre la création d'environ 25 000 emplois dans le secteur. Et puis, fonds de soutien patriotique, l'État a mobilisé à la date du 31 décembre 2023 environ 99 milliards de francs CFA. Cette somme a d'ailleurs permis de prendre en charge les dépenses sociales des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Et puis, le président sénégalais Macky Sall veut briguer un 3e mandat avec ce report des élections en décembre prochain. C'est ce que pense Adama Thiam, coordonnateur de la coalition Bassirou Diomaye Faye, président en 2024, et même de l'opposition politique sénégalaise au Burkina. Il martèle que cette situation peut occasionner davantage de tensions sociales. Peut-on envisager un coup d'État au Sénégal ou une insurrection populaire? La réponse dans cet entretien réalisé par Micheline Zongo. Les événements qui viennent de se passer au Sénégal sont très regrettables. On aurait pu les éviter. Mais vu l'allure dictatoriale du président Macky Sall à l'entame de son magistère depuis 2012, on s'y attendait. Parce que depuis 2012, il a mis en place un projet d'éternisation au pouvoir en commençant à bâillonner l'opposition, à corrompre la justice, à avoir la main mise sur les forces de défense et de sécurité pour pouvoir museler les Sénégalais. Et ce qui s'est passé
le samedi passé était la dernière goutte qui a fait déverser le vase en repoussant l'échéance électorale. Donc il va tout faire pour avoir son troisième mandat d'une autre manière. Peut-on envisager donc un coup d'État ou une insurrection populaire? Je garde mon optimisme sur l'existence d'un coup d'État au Sénégal, mais quand même il est à constater que les mêmes causes qui ont conduit à des coups d'État dans la sous-région sont là. Même des causes même plus graves. Parce qu'on a vu dans la sous-région des causes moins graves qui ont conduit à des coups d'État. À plus forte raison des causes plus graves au Sénégal. Mais au Sénégal, on a une armée qui est réputée républicaine. Mais vu l'allure des choses, vu l'allure, comment dire, de l'entêtement de ce président Macky Sall à s'éterniser au pouvoir, il n'est pas exclu que l'armée un jour prenne sa responsabilité et de libérer le peuple sénégalais. Parce que trop c'est trop. Macky Sall a vraiment franchi le Rubicon. Il a brisé le plafond vert. Il a touché l'intouchable au Sénégal. Il a touché l'inacceptable. Quelle est votre appréciation de ce report des élections? Le report, pour moi, ce n'est qu'un dilatoire. Un subterfuge utilisé par Macky Sall pour encore repousser l'échéance électorale. Si maintenant on a fixé le 15 décembre, c'est ce qu'il a fixé, ce qu'il a dit. Mais malheureusement, il n'a jamais tenu à ses promesses. Il nous a habitués à ça. Quelle autre promesse n'a-t-il pas tenu? Depuis 2012, il y a un chapelet de promesses de Macky Sall. Déjà, au début, à l'entame de son mandat, il a dit que je vais mettre la patrie au-dessus du parti. Mais la manière dont il gouverne avec son régime, c'est son parti au-dessus de la patrie. Il avait promis une gouvernance vertueuse, mais sa gouvernance est loin d'être vertueuse. C'est sous son magistère qu'il y a des détournements, des milliards, la corruption, des membres de son régime qui sont accusés. Il y a un de ses membres, un des membres de son régime qui a été accusé de épinglé d'un détournement de 35 milliards avec des documents à l'appui clair et net. Ils se sont appuyés sur ce procès pour rendre inéligible Ousmane Sonko et d'autres projets. Des détournements, son frère qui a été accusé de 10 milliards sur le pétrole et le gaz du Sénégal. Mais au regard de cette situation, qu'est-ce que vous, en tant que membre de l'opposition, vous faites pour y remédier? Pour y remédier, il faut que tous les Sénégalais se mobilisent, se déterminent. Que vous soyez au Sénégal, que vous soyez dans la diaspora, qu'on se mobilise pour faire face à cette dictature de Macky Sall, pour vraiment marquer un terme à cette dictature, parce que trop c'est trop. Il faut qu'il y ait aussi l'appui, il faut qu'on convie les institutions internationales, l'opinion internationale à se rallier à nous. Autre actualité pour poursuivre, en culture, 40 professionnels de la peinture d'Afrique et du monde sont attendus à Ouagadougou dans les prochains jours pour le RIPO, les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Elles se tiendront du 13 au 18 février 2024. Et à quelques semaines du lancement des RIPO, le comité d'organisation était face à la presse. Des précisions avec Fatih Sankara. Initialement annoncées pour novembre 2023, les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou RIPO se tiendront du 13 au 18 février. Cette 5e édition de la Biennale des arts plastiques visuels s'annonce grandiose avec de nombreuses innovations. Elles connaîtront la participation de 40 artistes de 21 pays du monde. Cette Biennale des arts visuels dédiée à la peinture constitue l'un des événements majeurs de la scène culturelle burkinabé. Ce festival a l'ambition de s'imposer comme un événement de premier plan dans l'agenda culturel burkinabé et même au-delà. Les RIPO 2024, c'est la participation d'une quarantaine d'artistes de 21 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Ces artistes, qui ont été sélectionnés sur 219 candidatures, selon les critères professionnels avec la supervision d'une direction artistique internationale, s'exprimeront à travers 4 disciplines que sont la peinture, la photographie, le stylisme et la gravure. La 5e édition des RIPO propose donc un regard inédit sur le rôle des expressions artistiques dans la réappropriation
des valeurs communautaires qui transcendent les différences et favorisent le vivre ensemble. Ainsi, du 13 au 18 février 2024, les professionnels de la peinture et des arts visuels se retrouveront à Ouagadougou autour de diverses activités pour développer leur imaginaire et leurs aspirations en se posant en terreau fertile à l'éclosion de moments de convivialité et du vivre ensemble. Pour faciliter l'intégration de la consommation des arts plastiques dans les habitudes des Burkinabés, la promotrice des RIPO a trouvé de nouvelles approches. Les Burkinabés commencent à s'intéresser de plus en plus à l'art et à ce que nous faisons. Les arts plastiques, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit en tout cas tout ce qui est art, les Burkinabés commencent quand même à s'intéresser. Il y a un grand travail encore à faire, mais c'est déjà pas mal. Comme initiation, nous avons initié quelque chose auprès des différentes entreprises, ce qu'on appelle une entreprise, une œuvre, pour permettre à tous les entrepreneurs. Nous avons adressé en tout cas des correspondances et nous espérons vraiment les avoir avec nous, que chaque entreprise puisse venir s'acquérir d'une œuvre d'art. Ça, c'est très important. Après cette édition des RIPO à Ouagadougou, elles se tiendront désormais de façon itinérante. Le Maroc est le premier pays qui va accueillir les RIPO en 2024. Pour la suite, nous sommes en Côte d'Ivoire. La compagnie Abdoul Transport ou CA Trans est une société de transport spécialisée dans le transport des personnes. Cette société de transport déserte plusieurs grandes villes en Côte d'Ivoire comme Abidjan, San Pedro, Soubré, Gagnoa. Quelle est la particularité de cette compagnie de transport et ses ambitions? Allons à sa découverte dans ce public reportage de Pakisba Mariam Ouedraogo. Créée il y a 14 ans aujourd'hui, la société CA Trans a débuté ses activités avec un parc automobile limité au standing modeste. Ces bus desservaient seulement quelques villes. C'est à coup de persévérance qu'elle a pu se faire une grande place dans le domaine du transport interurbain ivoirien. Wahabo Sawadogo, directeur général de CA Trans, nous explique comment a débuté et évolue sa société. Nous avons débuté avec un certain nombre de cas, pas élevés, mais au fur et à mesure, chemin faisant, nous avons augmenté le nombre de nos véhicules. Nous utilisons des bus, je dirais, ultra modernes, je dirais également de dernière génération. Nous avons débuté avec des bus de type Euro D et aujourd'hui, pour plusieurs raisons, nous sommes passés de Euro D à Euro 3. Techniquement, les bus de Euro 3 sont adaptés à l'environnement. Je dirais à la protection de l'environnement pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous avons déjà commencé par moderniser les infrastructures de CA Trans, c'est-à-dire les gares ultra modernes et des guichets aussi améliorés. Et l'ensemble de toutes ces infrastructures-là, quand nous avons fini de faire cette amélioration, nous avons pensé aussi améliorer la qualité de nos bus. Et là, nous avons des bus appelés Prestige. Ces bus-là, ce sont des bus qui exploitent la ligne San Pedro-Abidjan. Abidjan, nous avons notre gare principale à Djamé et nous avons une seconde gare à la nouvelle gare appelée Pont-Ferraille. Et troisième gare, nous avons une autre gare à la Ciporès et la gare qui abrite les cars Prestige est à Yopougon précisément. CA Trans, nous avons exigé beaucoup sur la ponctualité. CA Trans, quand tu le lèves de départ, quel que soit le nombre de passagers que nous avons à l'enceinte du gare, nous embarquons. Cette société de transport terrestre porte comme slogan CA Trans,
la référence du transport. Pour vérifier cela, nous avons approché quelques clients. Moi, ce qui me baisse, ma compagnie, c'est les heures du départ et les heures d'arrivée. En tout cas, vraiment, pas comme les autres compagnies où chaque fois, bon, en tout cas, moi, les heures sont respectées. Et elle est confortable aussi. Quand vous êtes au bord du véhicule, bon, moi, ce qui m'a attiré assez à Trans, c'est, bon, je peux dire la ponctualité. S'ils ont dit à telle heure on démarre à 7 heures, et puis ils sont accueillants, le personnel est au top. Au niveau du confort, la clim elle est bonne, il y a les toilettes, et puis c'est accueillant, on nous sert à manger, à déjeuner. En tout cas, moi ça m'a plu. C'est le premier cas que je suis montée, puis m'ont donné à déjeuner, tout ça. En tout cas, ça m'a plu. Selon les statistiques dévoilées en octobre 2023 par le ministère des Transports, à l'occasion de la journée africaine de la routière, il est enregistré en moyenne par an plus de 500 accidents de la route en Côte d'Ivoire. CA Trans est sensible à la sécurité de sa clientèle. C'est pourquoi sa politique sécurité porte sur la formation continue du personnel et les contrôles. C'est ce qu'explique le directeur général. En ce qui concerne la sécurité de nos passagers, nous misons beaucoup sur la formation de nos agents, commençant par les chauffeurs. Les chauffeurs ont été formés, il y a eu plusieurs séances de formation à la conduite défensive. Conduite défensive veut dire tout simplement pouvoir anticiper les dangers. Donc, nous avons formé les chefs de gare, nous avons formé les chauffeurs qui sont en charge de la sécurité de nos passagers, afin vraiment de pouvoir éviter les mauvaises manœuvres. Nous avons soumis l'alcoolémie à tous les agents de CA Transport. Nous avons misé sur les machinistes, c'est-à-dire les chauffeurs qui sont sur les trajets matin, midi et soir. Donc un chauffeur, avant de pouvoir emprunter le bus, il est immédiatement soumis à l'alcotest afin de déterminer le taux de l'alcool s'il en consomme. Nous avons des assistantes voyage dans ces bus-là pour assister tous les passagers. Et nous offrons des collations lors du trajet et nous communiquons tous les gestes et mouvements du parcours à nos clientèles à bord du véhicule. CA Trans a pour ambition d'augmenter sa flotte automobile et desservir de nouvelles villes à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Des projets que le directeur général Wahabo Sawadogo nous détaille. Nous voulons aller vers l'ouest, c'est-à-dire la ville de Mans, ainsi que Djekoué, Giglo et autres. Nous souhaitons exploiter la ligne Guinée-Côte d'Ivoire, la ligne Burkina-Côte d'Ivoire, Mali également, ainsi que le Ghana. Ça fait partie de nos projections dans les années à venir. En attendant la réalisation des futurs projets, la compagnie Abdou Transport tente de relever le défi de maîtriser l'activité du transport interurbain sur la ligne Abidjan-San Pedro. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et cette fois-ci pour parler football. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, jouera la finale le dimanche prochain face au Nigeria. Après sa victoire hier sur la RD Congo, elle va se mesurer au Nigeria qui a gagné l'Afrique du Sud à la suite des tirs au but par 4 buts à 2. Cette prouesse des éléphants intéresse la presse ivoirienne. La revue de presse ivoirienne avec Alphonse Ouedraogo.
La Côte d'Ivoire passe en finale et la presse ivoirienne tombe sous le charme des éléphants qu'elle avait traités de tous les noms d'oiseaux. Le journal Fraternité Matin titre à sa une « La Côte d'Ivoire en finale, le cap est mis sur la coupe ». Mais en attendant, la Côte d'Ivoire doit prendre sa revanche à tout prix face au Nigeria dimanche prochain. De son côté, le journal L'Avenir pense que cette victoire est simplement magnifique. Le journal Le Patriote évoqua cette qualification de la Côte d'Ivoire face à la RD Congo par 1-0, encense les joueurs de Emers Faye et dit « Éléphants, c'est garçons ». Pourquoi les éléphants ont-ils retrouvé leur force face aux léopards? Franck Kessié a répondu à cette question dans le quotidien Le Patriote. Il dit « Il fallait simplement montrer notre visage sur le terrain qui porte le nom du président de la République. Maintenant que les éléphants sont qualifiés pour la finale, le journal Le Jour prévient. C'est maintenant qu'il faut régler le problème des tickets du marché noir. Pour terminer sur cette prestation des éléphants, le journal Rassemblement explique. Parce que les éléphants sont de vrais chasseurs, lions du Sénégal, aigles du Mali et léopards de la RDC ont tous été abattus. Et si tout cela a donc été possible, c'est simplement parce que Dieu est ivoirien, selon le quotidien Abidjan 24. Les demi-finales se sont jouées donc hier. Comment les supporters ont suivi ce match au Canal Foot de Mathias à Kiel-Palgo dans la commune de Koubri? La réponse dans ce reportage de Samuel Moko. Crucifié par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0 et enterré vivant par certains sporteurs en phase de poule, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont dû attendre une intervention rapide et efficace des Lions de l'Atlas du Maroc déguisés en pompiers. Et depuis cette résurrection, les éléphants de la Côte d'Ivoire qui avaient perdu leurs ivoires face à la Guinée équatoriale n'ont plus de sentiment de pitié pour ses adversaires. Après la qualification de la Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo sur le score d'1-0, les avis étaient divers. Je suis très content de cette qualification. Et vu que le début n'a pas été facile, donc maintenant je suis très content avec mon équipe de pouvoir qualifier ce soir pour jouer la finale. Je souhaite que la prochaine fois, c'est nous qui remportons la coupe. On a déjà pris une défaite face au Nigeria, donc maintenant on va voir comment les erreurs qu'on a fait pour corriger ces erreurs-là, puis pour pouvoir vaincre le Nigeria pour remporter cette coupe. Je suis confiant qu'on va remporter cette coupe. En tout cas, j'ai supporté la Côte d'Ivoire. Là où moi-même j'étais le seul personne à supporter Côte d'Ivoire. Dès le début, en demi-finale aussi, je vois que on a été nombreux, plus on a 5 personnes pour supporter le ballon. Je suis trop fier pour la qualification. Je souhaite que le coup reste c'est les Ivoiriens. Honnêtement, j'étais pas avec eux, mais ils ont mouillé le maillot. Voilà, ils ont mérité leur victoire, ils ont mérité leur qualification, voilà, c'est ça. Puisque, voilà, bien vrai que je ne les supportais pas, mais honnêtement, on dit quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître quand même qu'il court bien. Donc, voilà, c'est ça je veux. Est-ce que la Côte d'Ivoire actuellement est favori pour emporter la CAN? D'une part, ils ont mérité parce que, voilà, de nos jours, le football, c'est ne plus d'un papier, mais voilà, c'est celui qui s'est battu qui mérite maintenant. Mais je peux dire qu'ils ont mérité leur qualification, mais moi, je ne suis pas leur supporter. Je ne suis pas fier de les voir en finale. Puisque moi, j'étais supporter du Congo. Moi, je supportais Congo. Ouais, moi, je voulais les voir en finale. Voilà. Avec leur situation alors là, moi, je voulais les voir peut-être remporter le trophée. Comme le Burkina ne fait plus partie, c'était mon souhait qu'ils aient remporté le trophée pour la situation qui se trouve dans le pays alors là. Mais malheureusement, le Nigeria, c'est mon équipe. Après, le Burkina Faso, c'est le Nigeria. Donc, ils vont perdre. Moi, je suis sûr qu'ils vont perdre. Ouais. La finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se joue le 11 février prochain entre le pays organisateur et le Nigeria. Avant cette confrontation, les deux demi-finalistes malheureux, la RDC et l'Afrique du Sud, se mesurent le samedi 10 février pour la 3e place. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour cette constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.